Donc, le prochain speaker, Ali Moadjalal, le professeur Ali Moadjalal de Lyon, qui va nous parler des évolutions des techniques et résultats de la région cervico-faciale. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à nous montrer, comme d'habitude d'ailleurs avec Ali. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Merci pour votre invitation. J'ai parlé à cette même tribune il y a 2 ans de la médecine régénérative. Donc la vidéo, elle est disponible dans les archives de l'Académie. Donc je me permets aujourd'hui de faire un pas de travers et de parler de quelque chose un peu différent avant de revenir à la médecine régénérative. Tout commence par ce chirurgien brésilien qui nous présente un jour en congrès ce qu'il appelle un filet hémostatique, c'est-à-dire un surjet transfixiant à travers la peau pour éviter les hématomes. Alors c'est vrai que la première fois qu'on voit ça dans un congrès, en tant que chirurgien et chirurgien esthétique, plastique et esthétique, on prend peur quand même. Donc moi, je suis chef de service à Lyon, au CHU, donc j'ai la chance d'avoir toute une équipe. Je donne le sujet à un de mes anciens internes en disant, tu vas faire ta thèse là-dessus. Et comme on a beaucoup travaillé, nous, sur la perfusion de la peau, on a même écrit un atlas des perforantes de la peau. Donc, on a un protocole qui est tout fait. Je lui ai dit, tu vas prendre des cadavères, des spécimens cadavériques, tu vas les disséquer et on va les injecter. Donc, ça a fait l'objet d'une publication et je vais vous présenter l'étude ici. Donc, il a pris 7 cadavres, donc 14 hémifaces. Le fil à utiliser, ça c'est le fil recommandé par le chirurgien et c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. C'est un 5-0, donc il est tout fin, mais l'aiguille est longue. C'est là la particularité parce qu'il faut pouvoir aller attraper le plan profond à travers la peau. On doit faire des boucles, donc c'est un surjet continu, mais il faut pas trop de tension, donc il y a un coup de main à prendre au départ. Donc, comme c'est une étude, on a tout systématisé. Hein, c'est des passages de 15 mm, la tension ramène chaque boucle à 10 mm. Donc, l'étude consistait à faire un lifting. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le visage, donc un lifting de la face, soulever la peau selon différentes techniques, donc lifting simple ou lifting deep plane. Et on avait deux bras, un bras où il a fait le lifting plus ce qu'on appelle le net, hein, le surjet percutané, et un groupe sans le lifting, c'est-à-dire sans décollement sous-cutané. Après, il a injecté d'abord avec du bleu de méthylène pour voir la perfusion du colorant, et puis avec un produit radio opaque, et on a fait des angioscanners 3D de cadavres. Donc voilà la méthodologie. Hein. En haut, vous voyez le lifting réalisé, le net par-dessus le lifting, et le net sans le lifting. Et voilà des images d'angiographie par scanner angioscan de cadavres. Donc là, par exemple, vous voyez que du côté gauche, c'est la perfusion cutanée ici des cadavres sans le net, c'est-à-dire la perfusion normale, et là, le cadavre avec le net. Et vous voyez que, étonnamment, moi-même, j'étais surpris moi-même, finalement, on a une très bonne perfusion cutanée malgré ces surjets qui, d'apparence, paraissent ischémiants. Hein. Donc voilà les résultats donc par transillumination après lifting. Une fois que le net a été retiré, vous voyez ici il y a eu le net, donc on voit quand même tout le réseau, ce qu'on appelle le plexus sous-dermique, qui est finalement préservé hein, malgré ce surjet hémostatique comme il l'appelle le docteur Horswald. Donc là, on a fait aussi de la micro-angiographie, donc des lambeaux cutanés, à gauche avec le net, à droite sans le net. Vous voyez la perfusion dermique du lambeau disséqué. Donc là, vous voyez plusieurs spécimens. Hein. D'abord, l'injection de bleu. Vous voyez que la bonne perfusion du bleu de méthylène. Finalement, en fait, malgré le net, c'est pas plus ischémiant. Et après, l'angioscan que vous avez vu. Donc, en conclusion, le net n'est pas ischémiant et ça a été aussi confirmé par une autre étude qui a été publiée.
avec ce qu'on appelle la caméra de fluorescence, où ils ont injecté après net, et vous voyez que à la caméra, on voit la bonne perfusion de tout le réseau, de toute la région qui a bénéficié d'un surjet percutané de type ANET. Donc, en conclusion, on peut dire que l'étude a montré que cette technique, bien que surprenante, n'est pas ischémiante pour la peau. Alors, qu'est-ce qui se passe après? On se rend compte que finalement, non seulement c'est hémostatique, mais ça crée des points de fibrose sous-cutanée pour nous plasticiens qui cherchons à faire ce qu'on appelle des liftings. Lifting, ça veut dire suspendre antigravitationnellement. Donc, à la base, il y a des zones qui vont pas très bien pour le lifting. Si vous suspendez le sourcil, comme je le fais là avec mon doigt, mon pouce, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 90% de chances que ça redescende. Pourquoi? Il y a une raison simple. C'est qu'en chirurgie, on a tous appris à passer dans des plans de chirurgie. Hein, il y a des plans de dissection. On ne dissèque pas dans n'importe quel plan. Et ces plans, ce sont les fascias. Un fascia, c'est un plan de glissement. Un fascia est histologiquement constitué d'une matrice extracellulaire de collagène et d'acide hyaluronique naturel qui est un acide hyaluronique non réticulé. C'est le combo collagène-acide hyaluronique. Et c'est ce qu'on voit dans les vidéos de Gamberto, le voyage sous la peau, où on voit ces plans de glissement, cette matrice extracellulaire qui permet le plan de glissement entre les différentes couches anatomiques. Et heureusement que ces plans existent, parce que sinon, en orthopédie, dès qu'on ouvrirait des loges musculaires ou on passerait dans les septa, on pourrait plus bouger après s'il y avait une fibrose. Hein, donc ces plans permettent de nouveau un glissement post-opératoire. Et nous qui voulons modifier la position des choses, eh ben, il y a un chirurgien qui a décrit un plan non anatomique, c'est-à-dire au lieu de passer dans le fascia de la région temporale pour remonter le sourcil comme je vous ai montré, on va finalement passer en sous-cutané strict, hein, sous-dermique ou sous-hypodermique, et on va faire ce net, ce fameux passage surjet percutané, pour créer un point d'ancrage, une zone d'ancrage. Hein. On le voit, vous connaissez tous, vous êtes tous chirurgiens, quand vous mettez une lame de drainage ou un redon ou peu importe, lorsque vous en enlèvez la lame, la zone crée une cicatrisation entre le plan superficiel et le plan profond, et ça donne une fibrose et une zone d'adhérence qui ne bouge plus jamais. Donc l'idée est d'aller créer ces ponts, hein, de fibrose entre le plan superficiel et le plan profond pour maintenir nos liftings en place. Donc voilà, par exemple, une technique que nous avons publiée pour la région temporale. Hein, on commence par faire une dissection sous-cutanée stricte, comme on le voit ici, large, allant de la crête temporale de l'arcade orbitaire de l'arcade zygomatique. On fait une dissection large. Puis, alors ça c'est une technique que nous avons mis au point, nous, on fait une suspension interne, c'est-à-dire on met des points de PDS pour lifter l'ensemble. Donc ça, c'est une technique très intéressante. Ah, j'ai trouvé ça très ingénieux. Vous pouvez couper. Voilà. En fait, pour pas faire d'incision ici et par cette petite incision temporale, aller attraper ce qu'on appelle le compartiment graisseux, on passe une aiguille à ponction lombaire et après on passe le fil dedans. Et c'est juste une petite astuce, mais que j'ai trouvé très ingénieux. Vous voyez, on passe le PDS 2.0 par l'extrémité distale dans l'aiguille APL. Voilà, le fil est sorti. Je tire l'aiguille. Je sors pas de la peau. Je vais faire la boucle à l'endroit que je veux suspendre. Hop. Et je repars. En fait, c'est comme si j'avais un porte-aiguille très long, que j'étais passé par l'incision et que j'avais attrapé mon objectif. Et on revient et finalement, on a attrapé ce qu'on voulait attraper.
hein. Donc on retire l'aiguille et on peut faire une suspension interne par une astuce très simple. Une fois que ceci est fait, on complète par ce fameux net, hein. Donc ce sont des passages. Alors il faut absolument aller attraper le plan profond justement pour créer ces points d'ancrage. Le point important, c'est que c'est un fil fin, c'est du 5-0, et il ne faut pas le laisser plus de 3 jours, parce qu'après, on peut avoir des marques sur la peau. Donc, c'est ablation des points entre deuxième et troisième jour post-opératoire. Voilà l'exemple au niveau de la région temporale. Vous voyez à quoi ça ressemble en post-op immédiat. Ça fait peur, donc il faut bien prévenir les gens. Ah, les premières fois qu'on fait ça, les gens, ils vous prennent pour des fous. Heureusement, maintenant, il y a plein de cas sur Internet, donc vous leur dites regardez sur Internet, donc ça les familiarise avec ça. D'autres indications, toujours au niveau du visage, c'est la région cervicale. Ça marche très très bien pour la région cervicale pour la simple raison que quand nous disséquons la peau cervicale, eh ben on est encore une fois la gravitation joue contre nous, donc la peau a tendance à de nouveau retomber. Cette technique permet de bien replaquer la peau cervicale au plan musculaire platysmal sous-jacent et créer des zones d'adhérence pour éviter l'aptose secondaire de cette peau. Vous voyez, ça va relativement vite. Ce qui est plutôt plus contraignant, c'est l'ablation HJ3 post-opératoire. Ça demande toute une organisation. Donc voici lorsque la patiente vient pour retirer ses fils HJ3. Donc voici des exemples de résultats, 45 jours après, 6 mois après. Donc vous voyez une stabilité du résultat qu'on ne pouvait pas avoir avec la technique conventionnelle de dissection interfaciale. La deuxième partie de ma présentation, c'est comment combiner ça avec justement tout ce qui est médecine régénérative basée sur les cellules et tout ce dont on parlait les précédents orateurs, notamment Michel Bérangère et Jérémy Magalon sur le nanofat. Alors, comme vous avez vu, ça passe plus. Alors, pour moi, vous connaissez tous Lyndon Peer bien mieux que nous, hein, le père de la transplantation. Lyndon Peer, dans son traité de 1950, parle déjà de la transplantation du tissu adipeux. Et pour que ça marche, pour moi, il faut 3 éléments. Il faut qu'il y ait un cross-match entre la taille des lobules, il faut un cross-match cellulaire, hein, et il faut l'expression des gènes, je vais vous montrer, c'est basé sur un article qui a été publié par l'équipe de Nice. Comme vous avez vu, grâce à Monsieur Magalon, surtout, on travaille de plus en plus sur la taille des lobules et l'échantillonnage de ces lobules, c'est-à-dire contrôler la taille des lobules que nous allons greffer et avec leur micro-architecture et l'environnement cellulaire. Donc, on partait des canules qui étaient plutôt larges, puis maintenant, calibration des trous par les canules qu'on appelle micro. Et là, nous venons de mettre au point une nouvelle canule qu'on a appelée, alors ce sont tous des erreurs sémantiques, hein, ça s'appelle nano, c'est rien de nano, mais c'est juste pour dire que les trous, les orifices sont plus petits. Et finalement, l'idée, c'est de dire qu'avec ces nouvelles canules, on a la même taille et le même échantillonnage de lobules que les filtres qui servent à faire le passage entre les deux seringues, comme vous avez vu dans les vidéos précédentes. Donc moi, mon idée, c'est de dire plutôt que de prélever des lobules larges et de faire le passage entre les seringues pour après obtenir quelque chose de plus souple, je préfère prélever directement la taille des lobules que je souhaite. Et dans une étude que nous avons également publiée, on a biopsié des compartiments graisseux du visage et vous voyez très bien que sur le plan histologique,
chaque compartiment a des lobules graisseux, a une densité de septa, a une forme et disposition des septa qui ne sont pas les mêmes. La région pré-parotidienne n'a rien à voir avec la région sous-orbitaire, sous-orbiculaire. Donc, chaque région nécessite une taille particulière de lobules de tissu adipeux. Donc, l'idée, c'est de prélever toute cette architecture tridimensionnelle lors du prélèvement plutôt que faire une manipulation ex vivo. Et moi, en tant que chirurgien, mais aussi responsable d'une unité une banque de tissus et cellules, j'ai du mal personnellement à injecter un tissu que j'ai moi-même traumatisé. Donc, je préfère prélever et réinjecter tel que. L'idée de prélever sur une zone où l'expression des gènes est similaire, c'est l'équipe de Christian Dany et Bérangère Chinon-Sicard qui est présente ici, qui ont publié ça, c'est-à-dire que le tissu adipeux a différentes expressions de gènes en fonction de la zone de prélèvement, si vous prélevez en région céphalique ou caudale. Je donne toujours le même exemple pour ceux qui connaissent la greffe de peau. Si vous prélevez une greffe de peau sur la cuisse et que vous la mettez sur le front, vous arrivez à faire cicatriser. Mais la peau de la cuisse n'a pas la même couleur que la peau du front, n'a pas la même texture que la peau du front. Donc, la graisse, elle aussi, elle a ses expressions de gènes. Et pour obtenir le meilleur résultat, à mon sens, le meilleur site de prélèvement, c'est le site le plus proche. Donc, en conséquence de tout ce que je vous ai présenté, aujourd'hui, le schéma serait celui-ci pour une chirurgie du visage. Prélèvement de canule avec des orifices extrêmement fins, 200 microns. L'hypoaspiration de la région cervicale et cette graisse, comme c'est la région cervicale, on la conserve pour réinjecter au niveau du visage. Donc ce n'est plus un prélèvement dans la région abdominale ou les membres inférieurs. Donc cette graisse, d'abord la canule avec les orifices nano, puis la canule avec les orifices micro, ça nous permet d'avoir différents types de tissus adipeux à réinjecter dans différentes zones. C'est une intervention qui est réalisée sous anesthésie locale, comme vous voyez. Donc, après aspiration, on réalise une petite incision de la région sous-mentale, dissection sous-cutanée stricte, ensuite myographie du muscle platysma antérieur pour recréer l'angle cervico-mentonnier, hein, ce qu'on appelle un corset des muscles platysmaux, comme vous voyez là. Puis technique de suspension latérale du platysma de chaque côté. La graisse, pendant ce temps-là, elle est préparée et centrifugée. Le net pour replaquer et recréer l'angle cervico-mentonnier qu'on va laisser 3 jours. Et puis, on va terminer par la réinjection donc de ces cellules prélevées avec la nano-canule sans qu'il y ait eu de manipulation extérieure ou donc c'est une aiguille 25 gauche, vous voyez, ça passe directement dedans pour le rajeunissement de la région périorbitaire comme on l'a vu avant. Donc voici le résumé de toute ma philosophie de traitement de cette région. Quelques images, juste pour finir. Suspension et repositionnement des sourcils et traitement des régions périorbitaires, comme vous voyez là. Et juste pour finir, la publication d'une autre thèse d'un de mes élèves qui en fait a fait une méta-analyse et qui montre, et il a fait aussi une étude prospective mais qui n'a pas été encore publiée, qui montre que la chirurgie esthétique augmente significativement l'estime de soi, donc a des vertus thérapeutiques. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour ces procédés finalement
assez complexe, hein, au fur et à mesure. Il y en a de plus en plus, là, donc c'est quand même des vraies réparations. Question pour Ali, moi. Et une fois que tu l'as prélevé, tu lui fais quoi, la graisse? Parce que tu veux pas trop l'embêter, mais tu la Centrifuge. tamises, tu la centrifuges Je centrifuge un petit peu, uniquement. pas très longtemps. 1 minute. D'accord, ok. À combien de tours? 1000. D'accord. Mais pour le visage, oui, je fais ça. D'accord, ok. Il faut bien comprendre que ce sont des procédés qu'on peut appliquer pour le visage parce que c'est des petites quantités dont nous avons besoin. Hein, quand on fait une reconstruction mammaire ou une augmentation mammaire où on a besoin de 300 ou 300 centimètres cubes par côté, vous pouvez pas faire ces techniques-là. Ça, c'est beaucoup trop chronophage. En parlant, mais on le sait déjà, on a un problème de sémantique quand même, donc il faudra quand même qu'on y arrive, parce que le terme nano, rien que pour citer ce terme-là, là, il a du sens au sens nanofat, mais il y a encore pas si longtemps, on le condamnait absolument, parce que comme il y avait fat dans le mot nano, et que c'était censé plus contenir de cellules, mais Jérémy nous a montré que finalement il y en avait, Oui, donc c'est pas idiot d'appeler ça nanofat, mais maintenant c'est idiot d'appeler peut-être nano, parce qu'il n'a rien de nano, vu que c'est divisé par 1000. Donc, mm, bon, là, c'est des abus de langage. Dernière chose, juste pour... c'était une joke. L'estime de soi, on est content, mais c'est bien du patient, pas l'estime du chirurgien. oui, bien sûr. D'accord. Il y a une question de Jérémy Magalon. Ouais, merci, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je voulais Vous- savoir si on la vous dernière écoute? procédure Non, qu'on on vous avait entend vue, pas. On t'entend pas, ah, Jérémy. pourtant j'ai enlevé mon micro, vous Ah, m'entendez toujours pas? ah. Si, c'est bon, vas-y. Ah, je voulais savoir si la procédure que tu as montrée là, tu l'as fait quand même sous anesthésie locale, là, la dernière que tu as Oui, montrée? oui, oui. Local. Super. Parce que, Et parce que deuxième question, la région cervicale se prête très bien pour l'anesthésie locale. ok. Et après, je me demandais si vous aviez fait justement un peu d'anapathe pour vérifier, pour valider que la taille des lobules, voilà, on avait un truc, tu vois, comparer, aller au bout et comparer un peu toutes ces Oui. canules Alors justement, on suit un peu vos idées à vous, c'est-à-dire qu'on a contacté l'équipe de Nice pour faire la même imagerie selon la méthode que vous avez utilisée pour votre article. C'est-à-dire, est-ce que finalement, prélever avec une canule sans manipulation extérieure, sans émulsification, on pourrait pas comparer ces images aux images des différents kits que vous avez publiés? Donc, ça va démarrer, on ne l'a pas encore fait. ok, super. Hmm. Merci. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci.